Bonjour, bienvenue dans Zoom Europa, votre nouveau rendez-vous sur Arte. Chaque semaine, nous vous proposerons un tour d'Europe très varié. Avec d'abord un grand dossier d'actualité, nous regarderons comment vivent nos voisins européens. L'Union au quotidien, ce sera l'Europe et vous, le portrait de personnalités qui donnent du relief à notre paysage. Et puis le WebZap, nous vous posons des questions sur l'actualité et sur les reportages des Zoom Europa. Vous y répondez sur Internet. Au sommaire aujourd'hui, zoom sur Angela Merkel, la nouvelle présidente d'une Europe qui s'ouvre un peu plus à l'Est. La chancelière a des racines en Pologne. Que pensent les Polonais de son programme? Angela Merkel veut relancer la Constitution. Les Français qui ont voté non vont-ils la suivre? Et rétroviseur sur la toute première présidence allemande. C'était il y a presque 50 ans. Dans cette émission encore, les jeunes Serbes et l'Europe, un rapport très ambigu. Non à l'importation de fourrure de chiens et chats. En Suède, une ministre pas vraiment blonde. Et puis des oliviers déracinés pour les nouveaux riches de Saint-Tropez. Madame la Présidente, qu'allez-vous faire pour la construction européenne? Depuis le 1er janvier, l'Allemagne a pris la présidence de l'Union. L'Allemagne et donc sa chancelière, Angela Merkel. À l'heure où la Bulgarie et la Roumanie rejoignent le club, la nouvelle patronne est une femme venue de l'Est. Angela Merkel est née dans l'ex-RDA, mais ses racines familiales sont aussi en Pologne. Alors quel regard porte-t-on dans ce pays sur la chancelière? Qu'attend-on d'elle? Pour le savoir, Zoom Europa est allé dans le nord de la Pologne, à Elbląg. Ici, vous pouvez lire en allemand, vous reconnaissez d'ailleurs les trémas, Oberstadtsekretär, ce qui veut dire employé municipal. Une inscription allemande, pourtant nous sommes à Elbląg en Pologne. Dans le cimetière, des lycéens se recueillent sur la tombe de deux personnalités. Ici reposent les arrière-grands-parents de la chancelière. Ils ont eu une fille qui s'appelait Gertrud, qui a eu une fille qui s'appelait Herlind. C'est en fait la maman d'Angela Merkel. Lech Słodownik est fier de sa trouvaille. Angela Merkel, la nouvelle présidente de l'Europe, la femme considérée comme la plus puissante au monde, a des origines polonaises. C'est surprenant qu'une telle personnalité comme Angela Merkel, une personne aussi importante, une VIP comme on dit, ait ses racines à Elbląg. Une surprise qui impressionne certains et d'autres moins. Pour moi, ça a été une grande surprise. C'est un honneur et une fierté. Je ne pensais pas qu'une telle tombe pouvait se trouver dans notre ville. Madame la chancelière aura peut-être plus d'attachement ici. Et cela pourrait amener de bonnes choses pour nous. En fait, je ne peux pas dire grand-chose sur elle. Je sais seulement que c'est la première femme dans cette fonction. Ça change sûrement quelque chose, mais je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique allemande. Lech Słodownik, 53 ans, ancien policier à la retraite, passionné d'histoire et par Angela Merkel. Il l'admire depuis ses débuts en politique. Ça, c'est une jolie photo d'Angela Merkel. Elle avait beaucoup de problèmes avec les journalistes à cause de sa tenue et de sa coiffure. Mais cette photo, personnellement, je la trouve très belle. Parce qu'Angela Merkel ressemble un peu à ma mère, même si ma mère est née en 1930. Si Angela Merkel a changé de look, peut-être pourra-t-elle aussi changer l'Europe. Au moins améliorer les relations à l'Est, comme prévu dans son programme de la présidence européenne. Même si Angela Merkel est née à Hambourg, elle a vécu presque 47 ans dans l'ancien bloc de l'Est. Elle comprend donc mieux que personne les relations avec l'Est. Et à l'heure actuelle, c'est connu, nous n'avons presque pas de relations avec la Russie. C'est pour cela que nous pensons qu'avec Angela Merkel, et grâce à l'Allemagne, ces mauvaises relations pourraient s'améliorer. Suite du pèlerinage sur les traces d'Angela Merkel. Lech Słodownik emmène ses écoliers devant l'immeuble familial.
Selon mes recherches, c'est ici qu'habitait la famille de Madame Angela Merkel avant la guerre. Son arrière-grand-père, que nous avons vu au cimetière, était le premier à vivre ici. Et c'est là aussi qu'est née Erlinde Jentsch, la maman de Madame Merkel. Et si vous regardez bien là-haut, vous voyez la date de construction de la maison, 1897. Un vieil homme interrompt l'enthousiasme de Lech Słodownik. Pour lui, la présidence allemande de l'Union européenne ne changera pas le cours de l'histoire. Il y a les Allemands d'un côté et les Polonais de l'autre. Chacun reste de son côté. Si les Allemands ne vivent pas avec nous en paix, vous savez bien, il va se passer des choses pas très agréables. Parce que c'est comme ça, ce sont les Allemands qui décident si la viande polonaise peut être vendue en Russie ou non. Alors nous, de quoi on peut discuter? C'est l'Allemagne qui décide avec la Russie. Déjà avant, ils faisaient toujours 50-50 entre eux. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, la Pologne est mise à l'écart. Elbląg est situé à l'extrême nord de la Pologne, pas très loin de la Russie. Ici, les enthousiastes farouches comme Lech auront du mal à convaincre qu'Angela Merkel est une bonne présidente pour l'Europe. Elle promet une nouvelle politique énergétique aux Européens, mais négocie en tête-à-tête avec la Russie son approvisionnement en gaz. Les Polonais sont furieux. Le conseil municipal d'Elbląg, lui, préfère prendre les choses du bon côté. Angela Merkel à la tête de l'Europe, c'est une bonne promotion pour la ville. Regardez l'exemple de Wadowice. La ville est devenue célèbre parce que c'est le lieu de naissance du pape Jean-Paul II. Et cela a contribué à une grande promotion de Wadowice. Pas seulement en Pologne, mais dans le monde entier. Mais quand on interroge l'adjoint au maire sur ce qu'il pense réellement du programme allemand de la présidence européenne... Je ne suis qu'un élu local. C'est difficile de décrire la politique. Une autre question peut-être. Lech Słodownik, lui, continue d'y croire. Il a réussi à convaincre la ville d'engager un artiste et d'ériger une plaque commémorative à la gloire de sa favorite. Qu'est-ce que tu fais de beau? Un nouveau torse de femme. J'espère bien qu'il y en a beaucoup comme moi qui partagent mon opinion. Car notre président l'a déjà dit, sous la direction allemande de l'Union européenne, les problèmes devraient se résoudre. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une plaque. Non, je plaisante. Alors Angela Merkel fera-t-elle honneur à cette plaque, à sa gloire dans le nord de la Pologne? Elle a 6 mois pour imprimer sa marque sur la construction européenne. Et dans son programme figure la relance de la Constitution. Pour cela, il va falloir convaincre la France, qui avait rejeté la Constitution à 55% l'an dernier, et le scrutin avait déchiré le Parti socialiste. Lors du référendum interne au PS, le oui l'avait emporté, mais plusieurs personnalités avaient voté non. Parmi elles, Arnaud Montebourg. Depuis l'an dernier, il s'est rallié à Ségolène Royal, favorable au oui. Alors a-t-il changé d'avis? Qu'en pensent les militants qui l'avaient suivi l'an dernier? Relancer la Constitution, est-ce pour eux une priorité à l'heure où la France est en campagne électorale? Reportage de notre équipe allemande de Zoom Europa dans le fief d'Arnaud Montebourg en Bourgogne. Montchanin, Bourgogne. Le député socialiste Arnaud Montebourg rencontre un public conquis et pour cause. Les camarades rassemblés ce jour sont tous des militants du PS et partisans de la candidate socialiste à l'élection présidentielle. Salut bien. Attendez-vous. Ça va? Je t'embrasse. Ça va. Porte-parole de Ségolène Royal pour cette campagne et stratège en matière de politique européenne, Arnaud Montebourg n'a pas une position facile. Car si la candidate socialiste à la présidentielle s'était prononcée pour la Constitution européenne, la base du parti, en revanche, avait voté en majorité contre. Ségolène Royal a tiré les conclusions publiquement de la victoire du non en France et en Hollande. Et elle a dit le traité est caduc. Donc si nous remettons le travail sur l'ouvrage, ce que je souhaite, car nous avons besoin d'avancer vers la construction d'une Europe démocratique et non pas libérale, mais à la liberté des peuples européens de choisir leurs orientations politiques. Mais il ne sera pas facile de convaincre le peuple et la base politique. La Constitution européenne reste un sujet controversé. Le vigneron Georges Buylin a voté contre et il est prêt à enfoncer le clou si l'Europe ne se décide pas à mieux défendre la classe ouvrière et moyenne.
J'ai eu la sensation, et j'ai toujours un peu cette idée, qu'on faisait la part un peu trop belle aux multinationales et que dans l'Europe qui se mettait en place et qu'on nous proposait, eh bien, en fin de compte, les politiques avaient un peu démissionné devant les multinationales, devant les gros intérêts, enfin les intérêts supérieurs entre guillemets. Arnaud Montebourg prend note des critiques et plaintes des camarades. Les thèmes abordés dans ces groupes de travail sont classiques, coût de la vie, chômage et Europe. Ségolène Royal entend puiser dans ses arguments pour sa campagne grâce à Arnaud Montebourg, l'homme du terrain. Ce dernier constate qu'en matière de politique européenne, les revendications de la base n'ont pas changé. Pour les militants, l'Europe doit être dirigée par les intérêts politiques et non par l'économie. Si la seule règle, c'est la liberté, c'est le renard dans le poulailler. Si la seule règle, c'est la liberté, c'est le droit du plus fort contre le plus faible. Ce n'est pas le vigneron Georges Buylin qui le contredira. Adversaire déclaré de la mondialisation, il regrette la fuite des capitaux européens au détriment des salariés et des produits comme les vins européens, copiés à grande échelle en Amérique, en Australie et en Afrique. On est les premières victimes d'une forme d'uniformisation du vin. C'est-à-dire que, je ne dirais pas sur la planète entière, je n'ai pas la prétention de la connaître, mais le vin a tendance, comme d'autres produits, à de plus en plus ressembler et à perdre sa substance locale, disons, chaque région. Qui défend les intérêts des habitants des régions, se demande Georges Buylin. Le vigneron estime qu'il est temps que les politiciens à Bruxelles retournent sur le terrain pour reprendre contact avec les réalités. Message reçu 5 sur 5 par Ségolène Royal. Lors du dernier congrès des présidents de région, elle a fait du terrain son cheval de bataille. Il va falloir reconquérir la confiance des Français, réconcilier ensuite l'État avec les régions, libérer les énergies créatives sur les territoires. Et quand l'État va tirer dans la même direction que les régions, c'est-à-dire va surmonter des oppositions politiciennes stériles, alors nous allons remettre la France en mouvement. Le stratège européen Arnaud Montebourg dans son autre rôle, celui de député socialiste ouvert aux doléances des citoyens. Marie-Armande Borelli est au chômage. Elle avait voté contre la Constitution, un texte qu'elle juge contraire aux intérêts des salariés. Arnaud Montebourg est en faveur d'un remaniement en profondeur du traité constitutionnel, mais même ainsi, cette électrice n'est pas prête à voter oui. Pas pour le moment. Arnaud Montebourg veut un changement radical en Europe. Pour le député socialiste, l'Union européenne a grandi trop vite. Avec l'élargissement, le noyau européen a cédé trop de pouvoir politique. Mais à 27, on fera rien. Hein. D'ailleurs, c'était fait pour ça. À 12, on va reprendre l'Europe des 12 dans la zone euro. Puis les autres, on verra. S'ils sont d'accord, ils entreront dans l'euro. Ils prendront l'euro et les règles qui vont avec. C'est-à-dire un gouvernement fédéral économique. Une victoire des socialistes et de Ségolène Royal à la présidentielle risque de se transformer en traversée du désert pour l'Europe et pour la présidence allemande de l'Union européenne. En particulier si l'éventuelle présidente reste à l'écoute de la base et de son conseiller en politique européenne. Et pour relancer la Constitution européenne, Angela Merkel devra sans doute attendre que les Français aient voté pour la présidentielle. Premier tour le 22 avril. En tout cas, manifestement, entre plus d'Europe des États ou plus de libéralisme, les partisans d'Arnaud Montebourg ont choisi leur camp. Ce débat, il existait déjà dès l'origine de la construction européenne. Retour sur la toute première présidence allemande de l'Europe, c'était en 1958, du temps du général de Gaulle en France. Le ministre de l'économie, Ludwig Erhard, représentait l'Allemagne. C'est notre séquence rétroviseur de la semaine. Ludwig Erhard en route pour une réunion du Conseil de la Communauté économique européenne à Paris. Un voyage difficile pour le père du miracle économique allemand, car Ludwig Erhard détestait les institutions européennes. Pour lui, la CEE ou Euratom, créée avec les accords de Rome une année plus tôt, étaient les agences d'un dirigisme politique et économique. Et l'ambiance à Paris s'en ressentait. Aucune trace d'euphorie. Au sein du conseil de la CEE, personne n'ignorait les convictions eurosceptiques d'Erhard. Dans les années 50, quand les jeunes descendaient dans la rue, abattaient les barrières aux frontières et exigeaient la création des États-Unis d'Europe, son sang ne devait faire qu'un tour.
Aux yeux de Ludwig Erhard, seul le libre-échange mondial pouvait faire avancer l'Allemagne. Même la dimension politique et les valeurs d'une Union européenne lui semblaient suspectes. Erhard éprouvait les mêmes réticences à l'égard d'une alliance franco-allemande qui devait pourtant assurer le rôle de moteur de la construction européenne. Pour lui, les seuls aspects notables chez le voisin français étaient ses échecs économiques. Un déficit budgétaire énorme, des syndicats prompts à faire grève, une inflation importante et une industrie en panne. Pour Ludwig Erhard, les 4 libertés européennes, libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux au sein de la CEE, ne représentaient aucun avantage. Une position qui l'opposait au chancelier Konrad Adenauer, partisan au contraire de la construction européenne et d'une collaboration étroite avec la France. À plusieurs reprises, le chancelier dut rappeler à l'ordre son ministre de l'économie pour l'empêcher de marginaliser l'Allemagne dans cette Europe en devenir. Malgré ses réticences, Erhard succède à Konrad Adenauer à la chancellerie. Une fonction qui lui vaut d'être désavoué par les dirigeants de son propre parti. Et pour cause, pendant son mandat, Ludwig Erhard avait fait plus de dégâts en politique européenne qu'aucun autre politicien d'après-guerre avant lui. Et la présidence allemande, celle de 2007, durera jusqu'au 1er juillet prochain. Ensuite, le Portugal prendra la main. Dans la deuxième partie de Zoom Europa, nous irons en Serbie, où la jeunesse est partagée entre désir d'Europe et tentation nationaliste. Vers l'interdiction d'importation de fourrure de chiens et chats dans l'Union, c'est un succès pour les défenseurs des animaux. L'Européenne de la semaine, réfugiée politique en Suède il y a 25 ans, aujourd'hui, cette femme d'origine africaine est ministre. Et puis des oliviers exilés d'Espagne vers la Côte d'Azur. Dans un peu plus d'une semaine, le 21 janvier précisément, des élections législatives se tiennent en Serbie et l'Europe sera l'un des enjeux de cette élection. La Serbie espérait jusqu'à l'an dernier pouvoir intégrer l'Union européenne, mais les discussions ont été gelées en mai 2006 et pour qu'elles reprennent, la Serbie doit livrer à la justice internationale les criminels de guerre Karadzic et Mladic. Qu'en pensent les jeunes Serbes? Ont-ils vraiment envie de l'Europe? La réponse est très mitigée, comme le montre ce reportage à Belgrade. La ville sent les cevapcici, et toi tu vides ta tirelire pour une nouvelle Audi. Les puissants disent « c'est pas nous les méchants », mais ils s'en mettent plein les poches et nous on se retrouve gros gens comme devant. Voilà ce qu'on chante à Belgrade. La culture hip-hop est un art de vie pour les jeunes Serbes, 8 ans après la guerre. Pour Vladimir aussi, le chauffeur du bus 23. Chaque jour, il traverse le centre-ville et repasse devant les anciens bâtiments gouvernementaux détruits par les bombes de l'OTAN en 1999. Ce microcosme qui est le sien et dont il ne peut pas sortir. Je ne suis jamais parti. J'aimerais tellement voyager pourtant, n'importe où. L'essentiel, c'est de voir d'autres pays, mais il n'y a pas moyen. L'étranger, très peu y sont déjà allés. Devant l'ambassade d'Allemagne, les Serbes font la queue, comme d'habitude. Pour voyager, il leur faut un visa, aujourd'hui encore. Pour eux, l'Europe sans frontières tient du cauchemar plus que du rêve. Évidemment, je me sens isolé quand je vois que tout le monde peut voyager sans restriction en Europe. On se trouve géographiquement en Europe, mais on subit toutes ces formalités, c'est frustrant. Oui, le visa est cher. Moi, je veux juste voir autre chose. Mais si vous le pouvez, vous partez? Je ne partirai jamais complètement. Ou alors juste le temps que la situation s'améliore ici. Seule une minorité parvient à sortir de ce ghetto. L'économie est dévastée. Ceux qui ont un emploi peuvent déjà s'estimer heureux. Si la Serbie est ainsi isolée, c'est parce que le gouvernement refuse de livrer des criminels de guerre. 8 ans après la guerre, c'est toujours le combat pour la survie. Économiquement d'abord pour Vladimir, car il est le seul à avoir un emploi dans sa famille. Mais psychologiquement aussi, car le souvenir de la guerre est toujours bien présent. J'ai toujours peur qu'une bombe nous tombe dessus. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. Notre maison était située entre 3 points stratégiques, directement sur le front. Chaque nuit, les cauchemars reviennent, si difficiles à chasser.
C'est peut-être pour cela que tous les soirs, les jeunes montent dans le bus de Vladimir et gagnent le centre-ville, direction le quartier des bars et des boîtes de nuit. Tous sont assoiffés de vie, même s'ils ont à peine de quoi s'offrir un verre. Vous savez, ça fait des dizaines d'années qu'on ne fait que déprimer et retenir nos émotions en Serbie. Ici, les gens peuvent un peu évacuer tout ça. La fête, une soupape de sécurité pour toutes ces choses accumulées. Chacun participe et tous les styles de musique sont représentés. Les rengaines serbes retentissent, l'alcool coule à flot, les inhibitions tombent, les revanchards s'enhardissent. Celui-ci crie le nom de Radovan Karadzic, un héros pour lui, pourtant recherché par le tribunal pénal international de La Haye. C'est l'autre visage de la Serbie. Dans ce bureau discret de Belgrade, le mouvement politique Obraz œuvre en faveur d'une nouvelle grande Serbie. Voici son chef, âgé de 26 ans à peine. Lui aussi vénère le criminel de guerre sous mandat d'arrêt. Il le considère comme le dirigeant naturel de cet empire serbe dont il rêve. Chaque peuple possède quelques dirigeants remarquables. Le pouvoir appartient à ces gens-là, nous devons leur remettre les rênes du pays. Et il est bien connu que Radovan Karadzic est un politicien d'exception. Mais dans le camp politique adverse, d'autres s'activent aussi. Des étudiants combattent ce revanchisme qui, selon eux, asphyxie tout le pays. Ils ont grandi à une époque où le nationalisme était une valeur très prisée. Aujourd'hui, c'est la norme dans notre société. Personne ne s'y oppose. Et le gouvernement lui-même croit en ces valeurs. Obraz, en tout cas, n'a pas besoin de se cacher et ne manque manifestement pas de fond. Le mouvement d'inspiration religio-fasciste a une sainte horreur de l'Europe. Nous voulons simplement éviter qu'au nom de cette société soi-disant ouverte, les pires aberrations de la société occidentale ne déferlent sur notre pays. C'est pour cela que nous voulons faire de la Serbie une monarchie dans laquelle le mot de nation reprendra tout son sens. Obraz recrute essentiellement parmi les jeunes. Ses partisans rejettent l'Europe en bloc et affirment haut et fort « À ceux qui ne veulent pas de nous, nous ne voulons pas d'eux non plus ». Une tendance qui inquiète beaucoup Milika. Mais la jeune militante gauchiste ne baisse pas les bras. Elle veut sortir de l'isolement et de cette torpeur nationaliste. Si rien ne change, et elle le craint, les meilleurs quitteront le pays et seuls les extrémistes resteront. Pour elle et ses compagnons de lutte, la Serbie doit enfin commencer à digérer sa propre histoire. Les seules réformes qu'ils font ici, malheureusement, c'est pour pouvoir entrer dans l'Union. Moi, je m'en fiche que l'Union européenne nous accepte ou pas. Je veux des réformes, ici, dans notre pays. Ce serait une autre Serbie, une Serbie dans l'Europe, sans être membre de l'Union européenne. Un espoir pour l'avenir, mais rares sont ceux qui y croient vraiment. Et les rappeurs, encore moins que quiconque. Ils chantent « Laissez-nous aboyer comme des chiens, râler contre les politiciens et nous saouler la gueule ». Un message résigné mais teinté d'humour, à l'image de la Serbie, 8 ans après la guerre. La Serbie et ses chanteurs de hip-hop sont appelés à changer pour intégrer un jour l'Union européenne. Mais dans l'Union, qu'est-ce qui doit changer ? C'est la première séquence WebZap de cette émission. Chaque semaine, nous vous poserons au moins 2 questions par Internet sur l'actualité européenne et sur les reportages de Zoom Europa. Celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit changer en Europe ? Je trouve dommage que la bureaucratie pèse à ce point sur l'Europe, que chacun discute dans son coin et qu'il faille des années avant d'arriver à une décision. Il faut que ça change. L'abolition de la bureaucratie, un examen plus efficace des différents dossiers au profit des citoyens et des décisions plus rapides. Il faut absolument améliorer la situation des femmes qui travaillent. Surtout en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays où nous sommes encore très loin derrière les hommes. Ces dernières années, l'Italie a mené une politique européenne très négative.
Cette année, elle devrait être plus ouverte à l'Europe. Des décisions plus rapides, moins de bureaucratie, plus d'efficacité, demandent les personnes que nous venons d'entendre. Eh bien, du concret, l'Europe au quotidien, nous vous en parlerons chaque semaine. Aujourd'hui, la décision de Bruxelles d'interdire l'importation de fourrures de chiens et chats dans l'Union. Les gouvernements devraient rapidement l'adopter. Certains ont déjà pris des décisions au niveau national. À en croire Brigitte Bardot, militante s'il en est de la cause des animaux, 2 millions de chiens et chats seraient tués chaque année en Asie. L'interdiction à venir est donc une victoire pour toutes les SPA d'Europe. Le spectacle est révoltant. Mais pour des centaines de milliers de chiens et de chats, le massacre est bien réel, comme en témoignent ces images tournées en Chine par l'Organisation de protection des animaux, PETA. Transformées en accessoires de mode ou importées en fraude, les fourrures sont commercialisées en Europe sous des noms fantaisistes, comme Gaoulf, Maopi ou Lipi. Les défenseurs des animaux se battent depuis des années contre ces pratiques qu'ils dénoncent auprès de la Commission européenne. Cette dernière vient enfin de céder à leur pression en annonçant l'interdiction du commerce de fourrures de chats et de chiens au sein de l'Union européenne. Nous savons que ces importations existent et que ces fourrures sont vendues comme jouets ou comme accessoires de mode. Nous n'avons pas de preuves que ce type de production existe aussi chez nous, mais nous savons qu'il existe des circuits d'importation de produits fabriqués avec des peaux de chien ou de chat. Fourrure authentique ou peau de chat ou de chien, difficile de faire la différence. Selon certaines estimations, 2 millions de ces animaux seraient abattus chaque année. Pour la Fédération internationale de la fourrure à Londres, cette initiative européenne n'aura aucun impact sur le commerce de fourrure. Elle donnera à tort l'impression que l'Union européenne pratique ce genre de commerce. Il y a des années déjà que les membres de notre fédération ont signé de leur propre chef un accord de non-commercialisation de ces produits. Dans le commerce légal de fourrure, ces produits ne sont tout simplement pas vendus. Faux, rétorquent les défenseurs des animaux. Ils affirment au contraire que ces produits existent bel et bien dans le commerce légal. Voici des achats que nous avons faits récemment. Nous ne savons pas de quoi il s'agit parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Il s'agit d'un manteau avec col de fourrure. À Sarrebruck, le laboratoire de l'entreprise Genfax et de l'Université de la Sarre est le seul institut habilité par l'Union européenne à expertiser les fourrures. Ces experts découvrent régulièrement des fourrures de chiens ou de chats parmi les accessoires de mode. Elles sont traitées chimiquement et vendues comme fourrures authentiques. Voilà des accessoires de mode pour dames. Des pendentifs avec ces petites touffes de fourrure. Nous ne savons pas ce que c'est. La Fédération internationale de la fourrure ou la Fédération allemande de la fourrure sont des gens qui n'ont encore jamais dit la vérité. Cela fait 25 ans que je connais ces gens-là. Il y a quelques mois, nous avons travaillé sur un projet très délicat avec les experts de la société Genfax. Nous avons ainsi découvert qu'une fourrure vendue comme du renard était en réalité une fourrure de chien commercialisée par un des plus gros fourreurs d'Europe. Dans le domaine de la fourrure, les contrôles systématiques n'existent pas. Mais des expertises ponctuelles ont permis de découvrir des fourrures en provenance des 4 coins de l'Europe, y compris de pays comme la Grèce où l'importation de ces produits était déjà interdite. Impossible de dire combien de produits à base de fourrure de chats ou de chiens sont commercialisés dans l'Union européenne. Mais dans un cas sur 2, les experts de Genfax mettent dans le mille. Dans ce cas précis, l'analyse a révélé qu'il s'agit d'une fourrure de chien vendue comme une peau provenant d'une espèce de loup qui n'existe pas. Parce que les consommateurs sont trompés et parce que les défenseurs des animaux sont contre le commerce de fourrure en général, les activistes de l'organisation PETA mènent des actions dans toute l'Europe, comme ici à Londres, à la veille de la saison de Noël. Des opérations spectaculaires et parfois efficaces. Cette chaîne de boutiques de mode, par exemple, s'est engagée à respecter une des exigences des défenseurs des animaux. Cette enseigne de mode s'est engagée à renoncer dorénavant aux fourrures fabriquées en Chine. Mais cela ne signifie pas que les fourrures importées d'autres pays ne proviennent pas de chats ou de chiens.
Nous lançons donc un appel à renoncer pour de bon au commerce de fourrure. Quand on n'est pas sûr s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse fourrure, il vaut mieux s'abstenir. Il faudrait laisser les fourrures là où elles sont supposées être, à savoir sur le dos des animaux. Pour les défenseurs des animaux, l'initiative européenne n'est qu'un demi-succès. Pour l'instant, aucune mesure de traçabilité n'est prévue. L'Europe envisage bien des contrôles à grande échelle, mais selon PETA, une telle mesure serait peu réaliste. Alors, interdiction des fourrures de chiens et chats, qu'en pensez-vous? Deuxième question WebZap. Après les images que nous venons de voir, la réponse n'est pas très surprenante. C'est un scandale que l'on utilise des peaux de chiens et de chats en Europe. Qu'on les laisse tranquilles, ces pauvres bêtes. Je trouve ça grave que l'on puisse admettre ce genre de choses, ne serait-ce qu'en vertu du principe de la protection des animaux. C'est déjà mieux que de manger du chien ou du chat. On devrait laisser les animaux tranquilles. Les hommes n'ont pas besoin de ça. Encore une femme qui prend le pouvoir. Celle-ci a un parcours impressionnant. En 1981, elle avait 12 ans. Nyamko Sabuni arrivait d'Afrique avec sa mère. Elle venait rejoindre son père, réfugié politique en Suède. Aujourd'hui, cette jeune femme noire est l'une des ministres les plus influentes du gouvernement à Stockholm et la personnalité est à la mesure du parcours, détonnante. Nyamko Sabuni est notre européenne de la semaine. À Stockholm, 3 flocons n'ont jamais fait toute une histoire. Le coup de tonnerre, en revanche, c'est l'arrivée d'une jeune femme sur la scène nationale. Celle qui a les faveurs du petit monde médiatico-politique n'est pas mannequin, mais ministre. À 37 ans, Nyamko Sabuni est en charge de l'intégration et de l'égalité au sein du nouveau gouvernement de centre-droit. Une femme, noire, jeune, elle sait que son arrivée au pouvoir il y a 3 mois n'a laissé personne indifférent. C'est normal, c'est unique. Je suis la première afro-suédoise à accéder à un poste de ministre ici. Et il suffit de voir mon visage pour comprendre que j'ai d'autres racines. Je suis d'origine congolaise, née au Burundi, j'ai grandi en Suède et je me sens chez moi en Tanzanie et dans plein d'autres pays africains. Alors je crois que je suis cosmopolite. Nyamko a 12 ans lorsqu'elle quitte le continent africain avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre leur père en Suède. Opposant politique poursuivi par le régime de Mobutu, il a fui le Zaïre. En 1981, la Suède est le premier pays à accepter leur demande de réfugiés. La ministre se veut aujourd'hui l'exemple d'une intégration réussie et dépourvue de traumatisme. J'ai été très bien accueillie. Nous nous sommes installés dans une ville où il n'y avait pratiquement pas d'immigrés. On était la seule famille d'immigrés visible à cause de notre couleur de peau, bien sûr. On nous trouvait très exotiques. On s'intéressait à nous et on était bienvenus partout. Et comme on était 7 frères et sœurs, il y avait un Sabuni par classe. Par conséquent, presque tout le monde savait qui on était et on s'est rapidement intégrés. Aujourd'hui, Madame la ministre endosse volontiers son rôle de symbole. Un symbole, oui, mais pas un alibi. Si on veut m'utiliser comme un alibi, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de pouvoir mais qui n'est qu'une simple image, alors je ne pense vraiment pas qu'on ait choisi la bonne personne. Je ne suis pas du genre à me laisser dicter ma conduite facilement. J'ai des vraies convictions et je travaille en fonction de ça. Des convictions et du franc-parler, c'est précisément ce qu'apprécient ses collaborateurs. Mais les idées de la nouvelle ministre de l'Intégration sont loin de faire l'unanimité. À peine nommée, elle a notamment proposé d'interdire le voile aux moins de 15 ans et de rendre obligatoires les examens gynécologiques chez les jeunes filles pour détecter les cas d'excision. Des propositions jugées dégradantes par ses opposants et qui lui ont même valu d'être accusée d'islamophobie. C'est vraiment absurde. Mes convictions sont tellement loin de l'islamophobie. Non, je ne peux vraiment pas me sentir visée. C'est important que la religion reste dans la sphère privée. Ce que je condamne, c'est quand la religion commence à occuper la sphère publique. Et c'est là que je réagis. Son objectif, dit-elle, c'est que les immigrants grandissent exactement comme les autres enfants suédois. Paradoxe, à sa nomination, la fille de réfugié s'est donc vue reprocher de rejeter la diversité culturelle. Aujourd'hui, la ministre affirme ne pas renoncer à ses convictions, même si ses travaux en cours sont plus consensuels,
comme la lutte contre la violence conjugale ou le renforcement des lois contre les crimes d'honneur. Bonjour et bienvenue à notre émission Après 10 heures. Elle veut se placer sur le terrain des idées. Les médias, eux, restent encore fascinés par son parcours. Aujourd'hui, l'animatrice a réservé à Nyamko une surprise, l'une de ses premières apparitions à l'écran il y a 13 ans. L'étudiante en droit commente alors les résultats électoraux. Elle est déjà membre d'une association afro-suédoise. C'est rigolo, non? Oh mon Dieu, j'ai pas pu écouter ce que je disais. Et quel look on avait à l'époque. Tu t'es engagée très tôt en politique. En fait, j'ai toujours pris position. Pendant toute mon enfance et adolescence, je discutais, je débattais tout le temps dans la salle de classe, même avec le peu de suédois que je parlais à l'époque. Je l'ai toujours fait. Militante de naissance, la ministre ne cache ni ses convictions, ni son ambition. Au point, comme elle le dit sans complexe, qu'elle espère bien un jour atteindre la fonction suprême à ses yeux, celle de Premier ministre. Nyamko Sabuni, voilà l'une de ces personnalités marquantes que vous retrouverez chaque semaine dans Zoom Europa. Autre rubrique que nous vous proposons, le baromètre. Qui est en hausse, qui est en baisse, qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui marche? Voici notre sélection. En hausse cette semaine, Ernst Ludwig Wienacker. Cet Allemand préside le nouveau Conseil européen de la recherche. 54 milliards d'euros de budget dans les 7 ans à venir. De quoi, peut-être, ralentir la fuite des cerveaux vers les États-Unis. Il s'est beaucoup battu pour que la Cour européenne des droits de l'homme ait les moyens de travailler. Le Suisse Lucius Wildhaber quitte son fauteuil de président. 80 000 dossiers sont toujours en attente de jugement. À son successeur, le Français Jean-Paul Costa, de se battre à son tour. La Cour européenne des droits de l'homme manque d'argent et pourtant, les États décident de créer une nouvelle agence des droits fondamentaux à Vienne. Les moyens qui lui seront accordés n'iront évidemment pas à la Cour européenne. Faut-il aller aussi loin dans la lutte contre le tabagisme? Ces photos figurent sur les paquets de cigarettes en Belgique. Question, où s'arrête la protection des fumeurs? Où commence le harcèlement? À l'heure où la défense de l'environnement devient un sujet de débat incontournable, notamment en France, voici une histoire qui montre que la protection de la nature est la dernière préoccupation de certains Européens. À Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, pour le plaisir de boire le pastis à l'ombre d'un olivier, il y en a qui font venir l'olivier d'Espagne. Des arbres centenaires et même millénaires sont ainsi déracinés pour le plaisir de quelques personnes fortunées. Un olivier qui vole. Mais si, en Catalogne, c'est possible. Ces arbres très anciens, vendus quelques centaines d'euros, partent pour la France. Celui-ci n'avait pas bougé depuis 1400 ans. Et voilà que ce fossile de 8 tonnes s'élance vers le camion de déménagement qui va l'emporter. Celui-là doit avoir 1000 ans déjà. Plus. Bien plus de 1000 ans. Plus. C'est un cadeau des Arabes. Ce sont les Arabes qui ont planté tous ces arbres. Du moins, c'est ce que l'on raconte. Et ce n'est pas dommage de les arracher maintenant? Si, bien sûr, mais ils ne rapportent plus rien. Que voulez-vous qu'on en fasse? Pour les transporteurs, c'est quand le géant noueux est enfin sur le camion que les difficultés commencent. Il faut scier les racines à la largeur du véhicule et couper les branches aux normes. Car il ne s'agit pas de rester coincé sous un pont ou un poste de péage. Les exploitants, attroupés tout autour, assistent sans sourciller à cette entreprise de démolition. L'arbre peut faire 4,50 m de haut, maximum. C'est les gros. Le gros, c'est beau. Ouais. Il part d'ici, mais il va être dans un endroit mieux que ça encore. Il va être dans un jardin. Ici, il est là dans la colline, il n'y a personne qui le voit. Une fois qu'on le sort, qu'on le met dans un jardin, de suite, et les gens ils vont en profiter. Hein. Mais là, on le replante dans un jardin, c'est comme si on lui redonnait la vie. On les vend car ce n'est absolument pas rentable de continuer à entretenir ces arbres. C'est un arbre qui coûte très cher et qui ne rapporte rien. Il est trop haut pour la récolte, il demande beaucoup de travail et ne produit pas de fruits. Là, vous allez dans des champs, ils passent le tracteur, ils poussent tout et ils brûlent tout. En revanche, si l'on déracine cet arbre qui semble tout droit sorti d'un livre de contes, c'est aussi pour le sauver.
Les oliviers sont très endurants, il reprendra racine ailleurs. Pour le transport, les hommes doivent bien empaqueter tout ce qu'il reste des racines. Par route, oui, parce que là on peut perdre de la terre, la loi l'interdit. Donc on protège pour éviter que la terre tombe, les pierres, tout ce qui peut entraîner un accident par la suite. Ça me fait encore plus mal que d'aller chez le dentiste, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas pour l'argent qu'il me donne. Mais maintenant, je peux planter des arbres plus productifs. Notre olivier est déjà en route. Éloigné à jamais de l'endroit où il a vécu et côtoyé plus d'une vingtaine de générations d'hommes. La pépinière du sud de la France qui va l'accueillir lui a déjà préparé un trou. Il y restera jusqu'à ce qu'on lui trouve un acheteur. L'olivier est encore en route, quelque part sur la côte d'Azur. Il faut compter 10 heures de trajet. À Gassin, près de Saint-Tropez, Thierry Derbès attend sa livraison. Ce pépiniériste voue une véritable passion aux oliviers et en propose 4000 à la vente. 500 d'entre eux ont plus d'1 millier d'années. Leur prix, entre 20 000 et 40 000 euros. C'est pas forcément les plus riches, hein, c'est pas ceux qui ont le plus de goût, ou peut-être qu'ils ont une passion différente que celle des arbres. C'est des gens qui ont envie d'avoir des beaux sujets dans leur jardin, comme certains achèteraient des beaux meubles pour leur maison. C'est un peu sur la même ligne. Et voilà, notre olivier millénaire arrive à destination. Mais il ignore encore tout de la façon dont il va passer les 1000 prochaines années. Zoom Europa touche à sa fin. La moindre des choses, avant de vous quitter, c'était de vous demander ce que vous attendez d'une émission sur l'Europe comme la nôtre. 3e séquence WebZap, quelques réponses. Je veux apprendre davantage de choses sur les autres pays d'Europe, sur leurs habitants, sur leur culture. Une émission sur l'Europe devrait aborder les mêmes sujets dans les différents pays et nous expliquer comment ces gens et ces pays différents y réagissent. Et si l'on montrait tout simplement un visage et que l'on demande de quel pays vient cette personne? Il faudrait rendre compte de l'actualité en Europe pour que l'on sache ce qui se passe dans les pays voisins. Voilà, c'est bien noté, nous retenons les idées et les questions pour les prochains WebZap sont sur le site internet d'Arte, www.arte.tv. La semaine prochaine, dans Zoom Europa, nous parlerons du hooliganisme en Europe, du programme Erasmus, d'échanges entre universités européennes. Il fête ses 20 ans. Nous retournerons à Barcelone, la ville de l'auberge espagnole. Nous irons à Chypre et notre Européen de la semaine sera autrichien. À mercredi prochain.